Bonjour. Bon, quelques mots pour un pasteur protestant à qui l'on demandait ce qu'il pensait du péché répondit « Je suis contre ». Qui donc, interrogé sur la concentration des richesses, répondra « Je suis pour ». Dans un monde où une personne sur 10 survit avec moins de dollars par jour et où 8 hommes possèdent à eux seuls autant de richesses que les 3,6 milliards de personnes qui représentent la moitié la plus pauvre de l'humanité, la réponse paraît en effet assez simple. Ce n'est pas une raison pour être simpliste. Comme dirait notre président, il y a du bon et il y a en même temps du mauvais. Ce sera donc aux participants à notre débat de nous expliquer où, à leur avis, se situe le bon équilibre entre ces deux situations et si celui-ci est possible à trouver. Puisque le sujet de notre discussion est doit-on lutter contre la concentration des richesses, il faudra aussi savoir de quelles richesses on parle, puisque le patrimoine n'est pas seulement financier, il est souvent aussi culturel. C'est Hippolyte Dalbis, membre du cercle d'économistes, qui commencera par cadrer les termes de ce débat. Ont accepté d'y participer Monsieur Loïc Moutot, dirigeant du groupe Mars en général et président de l'entreprise Royal Canin en particulier. Monsieur Timothy Smeeding, un professeur d'économie qui a beaucoup travaillé aux États-Unis et en Europe sur les sujets de la richesse et de la pauvreté. Monsieur Didier Kling, président de la Chambre de commerce et d'industrie de la région Paris-Île-de-France. Madame Hindou Oumarou Ibrahim, présidente de l'Association des femmes peules et autochtones, figure de la défense de l'environnement et des droits des femmes. Enfin, Alexis Maraudet-Grotte est avocat associé du cabinet du droit des affaires Auric Rambaud-Martel. De qui, monsieur, serez-vous l'avocat ou de quoi? Je vous présenterai nos invités plus en détail au fur et à mesure de leur intervention. Mais d'abord, c'est au tour de notre économiste de lancer ce débat. Merci Sabine. Donc, je vais rebondir un petit peu sur ta première présentation. C'est vrai que c'est un débat intéressant dont la réponse apparaît toujours comme étant évidente. Et pourtant, lorsqu'on regarde les acteurs du débat, on s'aperçoit qu'il y a finalement deux types de positions. Il y a souvent les promoteurs justement de la réduction des inégalités, les promoteurs de cette réduction de la concentration du patrimoine qui très souvent parlent fort. On le voit, c'est Occupy Wall Street, c'est Nuit debout en France, c'est les 1%, c'est tout ce mouvement, comme s'il y avait finalement, malgré cette évidence, ce besoin de parler fort et d'intervenir dans le débat de façon assez directe, assez présente. Parfois, il pourrait y avoir un petit écueil, c'est qu'il y a une telle urgence finalement à réduire les inégalités qu'on en oublie d'une certaine manière tous les autres sujets. Voilà, donc toute action publique va même être évaluée à sa capacité à faire réduire les inégalités. Vous voyez, cette urgence sociale est même devenue, avec l'élection de Donald Trump, avec le Brexit, parfois même une urgence politique, parce qu'on a analysé ce vote qu'on pourrait qualifier de populiste comme la résultante d'une augmentation des inégalités. Donc vous avez cette partie du débat. Et vous avez de l'autre partie, finalement, des gens qui ne seraient pas forcément promoteurs de la réduction des inégalités. Alors, comme tu l'as évoqué, Sabine, étant donné les chiffres, 8 personnes qui détiennent autant de patrimoine que 3,5 milliards, c'était quand même assez difficile de tenir cette position. Et donc, très souvent, on s'aperçoit que ces gens-là font vœu de silence. Vous voyez. D'une certaine manière, du coup, ils vont avoir une autre type d'attitude en disant, en mettant en avant l'idée que c'est pas forcément un sujet essentiel. Peut-être qu'il y a d'autres sujets tels que la mondialisation, l'innovation, le changement technologique qui sont les vrais sujets de la société. Et après, ils vont intervenir finalement dans le débat, non pas en disant il n'est pas nécessaire de réduire les inégalités, mais beaucoup plus sur le fait que les moyens que vous allez mettre en œuvre ou que vous proposez pour réduire les inégalités, eux, sont négatifs pour l'économie. Vous voyez, donc c'est cette fameuse séquence qui dit créons des richesses et puis premièrement et puis après on redistribuera. Vous voyez, donc finalement c'est toujours après qu'on redistribuera. Donc voilà. Donc face à cette opposition finalement qui ne se parle pas, l'idée un petit peu de cette session, c'est d'avoir des points de vue, de montrer que le sujet n'est pas simple, qu'on doit en parler. Et nous, on est ravis finalement de pouvoir intervenir à Aix aujourd'hui sur cette thématique. Voici. Bon, on y va.
Donc, le premier à parler, je reçois M. Loïc Moutot. Il travaille depuis 20 ans au sein du groupe Mars et depuis 2013, si je ne me trompe pas, préside sa branche Royal Canin. Le groupe Mars présente la particularité d'être en même temps un géant mondial et un groupe familial, se targue aussi de relations humaines avancées. On n'y parle pas de salariés, mais d'associés, je crois. Est-ce qu'on peut dire la concentration ou pas des richesses est-elle de la responsabilité des entreprises? Est-ce que cette concentration des richesses ne dépend pas de qui a le capital, mais de ce qu'on en fait? C'est aussi une question. Merci bien, Sabine. Oui, effectivement, on parle d'associés chez Mars. Vous êtes très bien informé. Donc, mon propos, ou notre point de vue, en tout cas, chez Mars, c'est vraiment le point de vue microéconomique et le rôle qu'une entreprise peut jouer dans la création et la distribution de richesses. Autour de 3 provocations. La première, c'est que la concentration du capital ou des capitaux n'est pas nécessairement un problème en soi. La deuxième, c'est qu'il faut sans doute revoir le concept de marge utilisé par les entreprises. Et qu'est-ce qu'une marge? Et le troisième point, c'est de considérer l'entreprise bien au-delà de ses frontières légales, mais le rôle qu'elle peut jouer dans un écosystème autour d'elle, avec beaucoup d'acteurs qui en fait interagissent avec l'entreprise. Alors le premier point sur la concentration de capitaux, le vrai problème n'est pas la concentration elle-même, mais entre quelles mains elle est. Donc nous, on voudrait introduire cette notion de capital utile ou de capital moins utile, voire inutile. Quand le capital est entre les mains d'entrepreneurs qui sont à même de réinvestir les capitaux pour créer plus de valeur à venir et donc amener une création de valeur générale, c'est plutôt un capital utile. Là où, sans doute, le bas blesse, c'est quand le capital se concentre sur de l'hyperconsommation ou sur de la pure spéculation financière, où là, on peut avoir effectivement un argument que ce n'est pas un capital utile à la société. Donc, nous, notre point de vue, c'est que la concentration du capital en elle-même n'est pas nécessairement un problème. Après, l'hyperconcentration, c'est encore autre chose, mais c'est surtout entre quelles mains les capitaux sont mis et quelle est l'habilité de ces acteurs à leur réinvestir pour de la création de valeur sociétale, donc pas uniquement financière. Le deuxième point, c'est le concept de marge. Il y a une petite anecdote historique, c'est au départ, il y a une évolution du mot marge qui est partie dans le mauvais sens. La marge, initialement, c'était un morceau de terrain laissé par le propriétaire à ceux qui l'aidaient à travailler sa terre pour qu'eux-mêmes puissent en vivre. Et ça a évolué vers la marge, c'est ce qui me reste à moi en tant qu'entreprise ou que financier. Et donc, c'est en gros, j'essaye de maximiser tout ce qui me reste. Mais la notion initiale n'était pas celle-là. Et nous, on pense que pour qu'une création de valeur soit durable et bénéfique, il faut que la marge générée par la chaîne de valeur soit distribuée de manière équitable. On a chez Mars un de nos principes qui est la mutualité, et on considère vraiment que pour qu'un profit soit durable, il faut qu'il soit partagé dans la durée avec les acteurs autour de l'entreprise. Donc, on propose en fait une redéfinition quelque part du concept de marge, dans la mesure où ça participe de la distribution, de la création de valeur. Le troisième point, c'est l'entreprise elle-même. L'entreprise dans un écosystème qui travaille avec énormément d'agents, qui peuvent être des institutions, qui peuvent être ses fournisseurs, qui peuvent être ses clients, qui peuvent être des consommateurs qui parfois sont distants, c'est-à-dire parfois on fournit des clients mais qui ne sont pas les consommateurs finaux. Et comment l'entreprise interagit, elle a elle-même ses propres employés, dans cet écosystème. Comment elle fait en sorte que tout au long de la chaîne de valeur dont une entreprise bénéficie, il y a toujours un maillon faible. Comment on crée un élément de solidarité à l'intérieur de la chaîne de valeur pour renforcer le maillon faible, pour que la création de valeur soit plus durable à terme. Donc, je vais juste conclure avec, en fait, un exemple particulier qui est mon entreprise, Royal Canin. Donc, on peut trouver ça presque anecdotique. Nous, on fait de la nourriture thérapeutique pour chiens et chats. Voilà, on fait de la croquette. Mais en gros, si vous avez un chien ou un chat et qu'il a un problème rénal, nous, on va le garder en vie pendant très longtemps. Comment on travaille?
en fait, ce qui est assez intéressant, nous, on travaille avec des éleveurs, avec des vétérinaires, qui sont souvent des entreprises familiales. On bénéficie énormément de leur expertise, c'est-à-dire que la manière dont on innove, c'est à partir de leurs propres observations. Donc nous, on réinvestit dans la communauté d'éleveurs et de vétérinaires. Ce sont des canaux de distribution très très chers à fournir. Et voilà, c'est très facile de vendre à Intermarché ou à Leclerc. C'est beaucoup plus difficile de vendre à 10 000 cliniques en France. Et de travailler dans la capillarité partout dans le monde. Donc nous, c'est ce qu'on fait. On réinvestit dans ces réseaux. On réinvestit également dans la découverte scientifique et la connaissance. Et on va les aider à devenir meilleurs dans leurs propres pratiques, dans leur propre practice, comme on dit en anglais. Donc on participe dans cet investissement et à cause de ça, l'observation qu'on fait, c'est que dans les périodes de forte tension, comme on a eu en Thaïlande avec le coup militaire, en Ukraine récemment, où beaucoup d'acteurs de notre catégorie sont partis, en fait, notre marque a survécu et a continué de se développer. Pourquoi ? Parce qu'elle a été soutenue par le réseau, en fait, dans lequel on avait investi, de manière informelle. Alors, on n'est pas une entreprise philanthropique, hein, on ne fait pas d'apologie là-dessus, mais sincèrement, le fait de réinvestir dans une communauté, d'investir dans un capital humain, à travers la connaissance et le développement des acteurs avec lesquels on interagit, et d'investir dans le capital social de ces communautés, j'ajouterais qu'on peut éventuellement investir dans le capital naturel, c'est-à-dire comment est-ce qu'on rénove en fait la consommation de ressources naturelles qu'on utilise dans notre entreprise, en fait, nous permet d'avoir une entreprise qui est durable, qui crée de la valeur et qui enrichit la société. Voilà, dans une perspective d'entrepreneuriat. Donc notre invitation, c'est tout le système de management a été mis en place depuis les années 70 pour maximiser le retour sur capitaux financiers. Nous, on pense qu'il y a plusieurs formes de capitaux. Il y a le capital financier qui doit être partagé à travers une redéfinition de la marge. Il y a un capital humain, il y a un capital social et il y a un capital naturel. Et que le grand défi des entreprises de demain, c'est d'arriver à définir des outils de mesure qui permettent d'élargir la notion de rentabilité ou de profitabilité ou de retour sur investissement ou de retour sur capitaux. Et on y travaille. On a commencé avec des travaux aux Philippines et au Kenya et on voudrait étendre ça également dans les pays développés. Voilà, c'est notre proposition. C'est vraiment une vision très microéconomique de la concentration des capitaux, pas forcément des richesses d'ailleurs. Très bien. Monsieur Smidig, vous nous direz ce que vous pensez de ce que dit Monsieur Moutot sur la concentration des richesses qui n'est pas un problème en soi. Est-ce que vous pensez aussi ça? Mais enfin, d'abord, je vais rappeler que vous êtes un professeur d'économie de très haut niveau à l'Université du Wisconsin. Vous êtes multidisciplinaire, vous avez beaucoup travaillé sur les revenus, la richesse, la pauvreté. Vous avez été notamment pendant 6 ans le directeur de l'Institut pour la recherche sur la pauvreté. Vous avez aussi beaucoup travaillé au Luxembourg. Et donc, on aimerait bien d'ailleurs aussi savoir, peut-être dans un deuxième temps, ce que c'est que cet institut, les travaux que vous avez faits en Europe, au Luxembourg, voilà, en savoir plus. Mais en attendant, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre point de vue sur notre sujet ? Thank you, Sabine. I too am a microeconomist, but I agree with Loic that much depends on what one does with the wealth that they have. I think Mars is a wonderful corporation. I'd actually even like to work for it. It sounds very good. But I'm going to talk about a few other ones that I know. First, I want to talk a little bit about public and private wealth. Private wealth or net worth is your stock of assets, and it can be usefully split into the categories of land and homes, which are owned by a lot of people, financial assets, which are more limited, and business assets. And the concentration of the latter two was especially important. And I'm going to contrast a little bit with Loic about this. But you can't also not discuss public wealth. I mean, one of the nice things about social retirement systems and the social security systems in our countries are that if you have a large enough public sector, that actually makes a big difference to lower and middle income people. It puts a floor under incomes
And so you can't ignore public wealth. But I mainly want to talk about private wealth. Private wealth, in my mind, is the most important indicator of well-being because of the benefits it bestows on its owners. You have the ability to self-insure your own flows of consumption and income. You have the ability to advantage your own children in every possible way to give them a better chance. A different view, a little more cynical view maybe, but an American view I know that a lot of people look at, is that what happens with a lot of corporations is they use their wealth to buy politicians. So in other words, to buy rent. So instead of producing more and better and beautiful things and saving animals and the world and nature, they buy politicians and little holes in the public distribution system so that they maintain their profitability. And that's not good because they're not doing what Loic's company is doing. They're not producing better things for everybody. They're preserving their own position, and that's all. More important, I think, to what I do is the way that wealth affects mobility across generations and equality of opportunity. What happens is that a wealthy individual can ensure that his or her children have every possible advantage. And a very difficult problem that we run into in this situation is that how do you tell a parent that they can't do everything they can for their children? It's not politic, it's not rational, but if we believe that wealth accumulates excessively, and so for instance, in the United States, the share of wealth of the top 10%, that's not small. We're talking about 15 million households. They own 80% of the net worth in the country. So I'm not talking just about the top 1%. And they can use that to their advantage and the advantage of their children. What they do is they don't support, at least in my country, further spending on health and education because they could buy their own. Why should we bother to redistribute to these other people? We can buy best education and best health systems we can find. And that really is unfortunate, I'm afraid. And it reduces mobility. That's why the United States has such low social mobility. You can contrast that with United Kingdom and France, which have lower wealth shares. Their top 10% owns about half of all net worth, which is a lot, but which is, I think, a little bit better protected. And then you can look at China, which is a very interesting case where public wealth has become private wealth, and the wealth concentration in China is very large now. The top 10% in China owns 70% of net worth. But the difference between China and the United States is that in China, there's much more shared prosperity. So the wealth begets better wages and better conditions. The peasants in China know that they're better off than their parents were under Mao and know their children will be better off. That makes a big difference. In the United States, the middle is stuck or falling. People are much less likely now to earn more than their parents, and it's not a very good situation. So we need to do more in our country to limit the bad aspects of personal wealth. And I'm afraid that the current administration isn't going to do much about this, but the idea of taxing capital income flows, stopping subsidizing wealth creation, which we do, we subsidize the top, not the bottom. I think that's wrong. But that's just my view, and I look forward to hearing the views of the others. And again, I really appreciate Loic's view, and I came behind him so I could contrast a different view of what some businesses do, at least in my country. So thank you very much. Oui, pour ça, on pourra y revenir, parce qu'effectivement, quand vous dites que les Chinois savent que la situation sera meilleure pour leurs enfants, et pas les États-Unis. Pour les États-Unis, c'était le cas il y a 50 ans ou 100 ans. Bon. Alors, c'était qui C'était dit. Oui, donc Didier Kling, vous êtes le... Je me suis mélangé. Et le président de la Chambre de commerce et d'industrie de la région Paris-Île-de-France.
Les inégalités entre les régions seront d'ailleurs peut-être un sujet que nous aborderons. Vous qui êtes aussi un professionnel de l'expertise comptable, président du cabinet qui porte votre nom, de quelle manière, selon vous, faut-il considérer ce sujet de la concentration des richesses? Pour être franc, je posais la question de savoir si j'avais quelque chose à dire sur la question que vous posez. Faut-il lutter contre la concentration des richesses? Je dis, c'est quoi la concentration? Quelle est la définition? De quelles richesses parle-t-on? Des richesses matérielles, intellectuelles, etc. Donc c'est un sujet vaste, philosophique, sociologique, qui me dépassait. Et si on veut le restreindre uniquement à la sphère économique, je me dis, mais c'est de la macroéconomie. Moi, je ne suis qu'un observateur de la microéconomie. Encore que, c'est vrai que les choses ne sont pas aussi simples que ça. Les choses ne sont pas aussi simples que ça. Par exemple, le droit d'aînesse, qui existait en France jusqu'en 1792, au Japon jusqu'en 1948, c'était bien un droit institué pour concentrer des richesses, au motif que cette concentration était utile pour le développement économique. Bien, on n'est pas si loin de notre sujet, finalement. Si je regarde un philosophe américain, John Rawls, il a bien regardé la concentration. Et John Rawls, il a bien finalement la concentration, c'est pas mauvais à certaines conditions. Et notamment, l'une des deux conditions les plus importantes, c'est il faut que tout le monde puisse accéder à ces richesses. Dès lors que c'est un système ouvert, pourquoi pas? De sorte que finalement, la question que vous posez, qui vous intéresse ici, c'est est-ce qu'un certain niveau d'inégalité n'est pas utile comme facteur de développement économique? Et je retrouve bien en microéconomie cette question à l'occasion des rémunérations versées par les entreprises. On voit bien qu'il y a un débat en ce moment, il y a une pression, il y a une tension forte. Pourquoi est-ce que les entreprises ne devraient pas publier les 10 plus grandes rémunérations et les 10 plus basses? Et imaginer un ratio entre les deux. Et certains disent le ratio de 1 à 10 est satisfaisant. Pourquoi 1 à 10, je ne sais pas. Est-ce que ça résulte d'une étude? En tout cas, il y a une pression forte du corps social. On voit même dans certaines entreprises françaises, publiques ou non publiques, dans lesquelles l'État a une participation, qu'il y a un débat sur la rémunération de certains mandataires sociaux, comme si c'était un sujet lié à la concentration excessive des richesses. Donc dès lors que je suis intéressé par ce sujet, je me suis dit, mais c'est un sujet qui n'est pas aussi simple que cela, parce que si on ne vise que les personnes physiques, on ne regarde pas la totalité du problème. Pour moi, c'est un sujet à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est la concentration des richesses entre les pays ou les zones économiques. Ensuite, c'est la concentration des richesses entre les personnes morales, acteurs économiques. Et ce n'est que troisièmement, ce n'est pas négligeable, la concentration des richesses entre les personnes physiques. Mais il faut regarder les 2 autres niveaux pour avoir une vue complète du sujet. Sur le premier point, je n'ai pas d'apport particulier, sauf à examiner et en tirer éventuellement les conséquences, des études qui ont été faites par des économistes très, très remarquables et très réputés. Je fais référence à Branko Milanovic, qui a élaboré des statistiques qui se traduisent par le fameux graphique de l'éléphant. Et c'est intéressant, le graphique de l'éléphant, puisqu'il a regardé l'évolution des revenus sur 20 ans, 1988 à 2008, et regardé dans les grandes zones économiques ce qui en résultait. Et on voit bien que ça se traduit, on ne peut pas le montrer ici, mais ça se traduit effectivement par la forme d'un éléphant. On a tout à fait en bas la queue de l'éléphant. On constate que sur 20 ans, ceux qui ont la malchance de vivre dans des pays qui ne se sont pas développés ont vu une progression des revenus très faible en 20 ans. Voilà, c'est ça, exact, c'est ça, absolument. Donc tout en bas, très faible. Tout en haut, le dos de l'éléphant monté, c'est de l'ordre de 80%. Ce sont ceux qui vivent dans les régions qui se sont développées, qui étaient les pays émergents, l'Asie-Pacifique, la Chine. Tout à fait en bas ensuite, le creux là, ici, tout à fait en bas, c'est qui? Ce sont les classes moyennes dans les pays développés. Ce qui explique peut-être les réactions de ces classes moyennes aux États-Unis ou en Europe, qui ont souffert de ce développement. Et puis, la trompe de l'éléphant qui monte très très haut, c'est le 1% de ceux qui captent une bonne partie de la richesse produite au cours de cette période. Ce qui veut dire que si on parle uniquement de ce 1%, on ne voit pas la totalité du problème. Il faut voir qu'il y a aussi le dos de l'éléphant beaucoup plus large, avec
une partie importante de la population qui a pu profiter. Ce qui signifie pour moi, comme enseignement, qu'on s'est beaucoup préoccupé sur un certain nombre d'années. Quand j'étais étudiant et je regardais la confrontation entre le Nord et le Sud, il faut aider les pays à se développer. Finalement, c'est un peu provoquant de le dire, mais c'est la mondialisation qui a aidé à ce développement et une meilleure répartition des richesses. C'est parce que cette mondialisation, l'ouverture des frontières, qu'un certain nombre de pays ont pu en profiter parce qu'ils avaient le talent, l'organisation, l'infrastructure et qu'ils ont pu effectivement distribuer et donc répondre à la question que vous posez. Reste qu'il y a une partie de la population qui est échappée. Pendant combien de temps ça va durer? Est-ce qu'on va trouver la correction? La correction, on peut imaginer, si on est économiste libéral, qu'elle va intervenir naturellement. Parce que la progression des salaires en Chine est très impressionnante. Sauf erreur de ma part, en l'espace de 10 ans, j'ai relevé des taux qui sont entre 2005 et 2016, le salaire horaire moyen d'un ouvrier chinois a connu une hausse de 300%. Ah oui, ça... Et se rapproche étrangement du salaire moyen d'un ouvrier portugais. Il n'y a plus que 20% d'écart. Parce que dans la même période, le salaire moyen d'un ouvrier portugais a baissé. Il y a une correction qui est intervenue tout naturellement. L'ouverture des frontières, la mondialisation, ça s'est traduit par ça. Donc il y a eu le phénomène inverse de la concentration. Au contraire, ça a été un phénomène de lissage qui se met en œuvre, dont acte. Lorsqu'on parle de la mondialisation, on oublie quelquefois peut-être aussi de dire qu'elle peut avoir des effets bénéfiques. Deuxième niveau de réflexion, entre les acteurs économiques, les personnes morales. Alors là, il y a quelque chose qui me frappe, moi. On n'arrête pas de nous dire qu'il faut lutter contre les trusts. La Commission européenne, dans notre espace économique, a combattu dans ce domaine et a même interdit certaines opérations de concentration. Aujourd'hui, je constate de manière objective que les GAFA, Google, Amazon, Facebook et Apple, c'est bien une concentration. Je ne dis pas parce que ce ne sont que des acteurs américains, mais je constate que ce ne sont que des acteurs américains. Tiens, c'est curieux. Non, il y a Alibaba, c'est vrai. Il y a Alibaba qu'on pourrait ajouter. En tout cas, il y a bien ici de discours. D'un côté, il faut lutter contre la concentration des richesses, mais de l'autre, on a des entreprises, des personnes morales, qui ont accumulé en quelques années un pouvoir au travers de cette richesse assez considérable, puisque la puissance économique de ces quatre acteurs économiques, ça représente autant que le budget de la Belgique, ça représente autant que l'ensemble de la capitalisation boursière des sociétés cotées à Paris. Bref, cette richesse, c'est un vrai pouvoir, pas uniquement économique, aussi politique. Et il serait peut-être pas inutile qu'on desserre un tout petit peu l'étreinte, de manière à montrer qu'il y a aussi d'autres acteurs économiques qui peuvent essayer de s'infiltrer de manière à éviter cette concentration qui peut être perçue comme excessive à raison du pouvoir qu'elle a acquis au fil du temps. Troisième niveau de réflexion, ça intéresse les personnes physiques. Alors, vous avez tous les chiffres, ils ont été parfaitement répétés. Oui, les 80 plus grands patrimoines mondiaux détiennent autant que la moitié de la population mondiale. Et ce phénomène s'est accentué parce qu'il y a 10 ans, ce n'était pas 80 patrimoines mondiaux qu'il fallait pour aboutir au même résultat, c'était 400 personnes. Donc il y a bien un phénomène de concentration. Est-ce que c'est excessif ? C'est pas moi de le dire en tant qu'acteur économique. Ce que je sais, c'est que les États ont la possibilité de combattre si ça les dérange. Ils ont le moyen de capter cette richesse. Il suffit de prévoir des prélèvements fiscaux, 100% de vos ressources seront prélevées par l'État. Ce système, il y a eu des tentations, ça n'a pas bien fonctionné. Donc c'est sans doute pas une bonne solution au problème. Reste à savoir où doit se situer le curseur. C'est pas à moi de le dire. Ce que j'attends, c'est que les experts dans ce domaine, c'est-à-dire les universitaires, les spécialistes de l'économie, arrivent à trancher. J'ai cru comprendre qu'il y avait deux tendances aujourd'hui. Il y a la théorie dite du ruissellement, si j'ai bien compris, qui dit plus il y a de riches et plus ça permet à ceux qui sont au degré inférieur de pouvoir bénéficier de cette richesse. Et puis il y a les études les plus récentes du FMI qui disent non, c'est pas comme ça que ça marche. On a bien vu que s'il y a une progression de la production intérieure brute, ça profite davantage à l'ensemble si cette augmentation est allouée aux plus pauvres qu'aux plus riches. Donc j'attends de savoir ce que vont donner les études économiques. Moi, je constate, pour ce qui me concerne, que s'il y a une certaine inégalité dans l'entreprise, c'est sûrement un moteur de développement. Reste à savoir jusqu'où, c'est à vous de le dire.
Mais c'est bien de rappeler aussi qu'on ne voit la concentration, enfin, trop souvent, la concentration des richesses qu'à travers quelques dizaines de milliardaires dans le monde, mais que la mondialisation a permis aussi de beaucoup mieux répartir ces richesses. Alors, évidemment, il y a les oubliés de la mondialisation. Madame Hindou Oumarou Ibrahim, vous avez 33 ans, pardon, et c'est en 99, il y avait un œuf quelque part, j'ai oublié. Et c'est en 99 que vous avez participé à la création de l'association des femmes peules et autochtones du Tchad. Votre mère, enfin vous avez un parcours intéressant, vous allez sans doute nous en parler. Votre mère a tout fait pour que vous soyez scolarisé, alors que dans un entourage nomade, on ne l'était pas. Malgré cela, vous avez constaté que vous n'échappiez pas à la discrimination. Donc à partir de là, vous avez tout fait, je crois, hein, pour l'amélioration des conditions de vie de vos concitoyens. Vous êtes rapidement aperçu que ce combat était indissociable de la lutte contre le réchauffement climatique. Depuis, vous sillonnez la planète, une chantre africaine de la lutte pour la protection de l'environnement. C'est comme ça que vous êtes souvent présentée. Et donc, de votre point de vue, madame, comment se manifeste cette concentration des richesses et quel impact a-t-elle jusque même sur l'environnement voilà. Vous avez quand même des informations sur moi. Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être là. Personnellement, je crois que si on dit partage-t-on la richesse ou pas, la question, est-ce qu'elle va se poser? C'est avec qui on va les partager? Quel genre de richesse dont on parle? Est-ce que c'est du cash? Est-ce que c'est au-delà de ça qu'on parle? Alors, bien sûr, il y a le rapport de FMI qui le dit, c'est pas moi, peut-être 5% des populations mondiales qui détiennent plus de 55% de la richesse. Alors, quel est l'essor de ces plus de 4 milliards d'autres populations? Et récemment encore, juste avant Davos, il y a un Oxfam qui dit 8 personnes au monde détiennent plus de la moitié de la richesse, et la plupart sont des Américains. Ok, juste 8 personnes si on le compte. Alors, ok, très bien, c'est quel genre de richesse? C'est avec qui? Et là, ça interpelle tout de suite la définition de la pauvreté. Au niveau international, on parle de la pauvreté. Bon, ok, ça a été rappelé aussi tout à l'heure. C'est les personnes qui vivent en dessous de $1 par jour. Mais est-ce que $1, ça signifie quelque chose pour que je sois riche ou pas? Donc, ça dépend du concept de ces définitions. Ça dépend de c'est quoi la pauvreté et c'est quoi la richesse dans la tête des gens, dans la vie des gens, où se connaît. Je crois que chez nous, quand on parle, je peux avoir $5 par jour, je peux rester pauvre. Mais si on dit je ne suis pas pauvre, j'ai accès à l'eau, j'ai accès à la terre, parce que c'est ça qui me permet de produire. J'ai accès à ma dignité humaine, parce que je peux faire ma vie sociale. Donc c'est ça qui va définir la pauvreté et la richesse. Ce n'est pas l'accès à un cash, $1 ou en dessous. Alors déjà, au niveau international, moi, je dirais que la globalisation, peut-être c'est bon pour certaines personnes, mais ce n'est pas bon pour tout le monde parce que ça ne permet pas de définir les réalités des gens et de là où on vit. Et là, ça crée les inégalités. On a d'abord les inégalités entre les pays, les inégalités dans le pays même et les inégalités entre les gens. Et les inégalités entre les pays, ça peut profiter les pays du Nord. Donc, si je peux donner juste l'exemple d'une multinationale qui est Elf, vous connaissez bien l'histoire, peut-être mieux que moi, qui ont pu exploiter les ressources naturelles en Afrique centrale, qui sont fait des buildings, mais qui ont construit des patrimoines individuels à des millions de dollars pour faire, ou bien d'euros pour faire des châteaux, pour se bâtir des châteaux. Or, ces pays qui ont ces ressources naturelles, qui doivent être ces pays riches, qui détiennent tout cela, se trouvent sans hôpitaux, sans écoles, sans l'accès à des moindres éducations de base, qui sont les droits les plus préliminaires pour tout le monde. Alors, est-ce que c'est ces pays-là qui doivent être riches ou bien c'est les gens qui viennent prendre sans rendre compte qu'ils doivent être riches? Et je sais qu'on a un avocat avec nous, il connaît mieux l'histoire que moi et voilà comment on partage les richesses ou bien on les prend. Mais sur ça, moi, j'ai dit, la richesse se trouve en nous tous. L'effet de les partager,
c'est vraiment la conscience qui va nous le dire. On a nos ressources naturelles qui sont en train de se dégrader. Et c'est créé par comment on va concentrer la richesse pas la mondialisation, mais sur l'industrialisation qui a exploité les ressources naturelles et qui nous a amené maintenant sur une décroissance de toutes les ressources qui restent environnementales. Et les conséquences de ces dégradations environnementales se trouvent sur les impacts du changement climatique. Et c'est là où les inégalités se voient tout de suite, parce que c'est nous qui n'avons pas profité de cette industrialisation qui sont les plus impactés. Et ces impacts se résument sur l'insécurité alimentaire de population, sur les inégalités entre les gens, parce qu'il y a l'accaparement de terres, il y a les rapports de force qui s'imposent, les gens veulent prendre de terres les plus fertiles et ils laissent les plus pauvres qui deviennent encore plus vulnérables. Et ça se résume sur les conflits intercommunautaires qui ne finissent pas, et pire encore sur l'intégrisme, le terrorisme, dont l'exemple le plus palpable de Boko Haram autour du lac Tchad. Donc c'est ça les richesses que nous on parle. Et l'effet de le partager, c'est de créer la solidarité internationale entre les pays développés et les pays en développement. Ce n'est pas les quémander ou les mendier partagés avec nous par la charité ou par un don. Mais non, c'est ce qui nous revient. On n'a pas créé cette richesse. Vous avez exploité la nature, vous l'avez détruite, vous êtes les plus riches et on se trouve que nous sommes les plus impactés. Alors, il nous revient de droit d'aider ces pays-là à mieux s'adapter. Ce n'est pas de leur donner de l'argent, mais de les outiller sur comment on va gérer durablement nos ressources naturelles. C'est comment on va les partager, parce que si on protège les forêts, si on protège les océans, ça ne protège pas seulement les plus vulnérables, ça ne protège pas seulement les plus impactés, mais ça protège les plus riches aussi, parce que c'est la même air qu'on respire partout. Vous êtes d'accord? Et c'est la même eau qu'on boit partout, parce qu'il n'y a pas des jars d'eau. Si on parle de l'eau potable, bien sûr, il y a l'eau gazeuse et autre chose, mais ça, on n'en tient pas compte. Et on ne se lave pas avec de l'eau gazeuse non plus. Alors, si on protège ces populations, on partage avec ces technologies, ces outils, c'est une manière de redonner cette richesse qu'on a déjà pillée, et c'est d'être équitable. En fin de compte, on est tous des humains. Et il y a cette inéquitabilité, bien sûr, entre les industries, comme vous le dites. La création même du travail. Mais ça revient tout de suite sur cette inégalité entre le sexe. Qu'une femme peut travailler, elle peut avoir un doctorat, elle peut avoir tous les bagages industriels, je ne sais pas, techniques, en même temps qu'un homme. Mais on donne la promotion à cet homme et plus de revenus à cet homme. Mais non. Donc ça, c'est l'inégalité et le non-partage des richesses aussi. Et ça ne se passe pas seulement dans les pays développés, mais dans les pays aussi en développement. Donc si on peut surmonter toutes ces inégalités, on peut passer à un partage équitable, mais en se redescendant sur les terres. C'est les hommes qui ont fait les lois, c'est les hommes qui ont fait les règlements, qui ont fait tout. Mais c'est les hommes qui doivent régler ça, parce que maintenant, c'est au-delà de ces lois. Maintenant, c'est un partage équitable qu'on cherche. Et là, ils peuvent le faire entre les hommes et les femmes, entre les pays développés et les pays en développement, et entre tous les êtres humains. Et en fin de compte, on en profitera tous et on laissera peut-être une planète beaucoup plus claire à toute la génération future. Mais d'abord, on va en profiter nous-mêmes. Merci. Merci d'avoir rappelé que la répartition des richesses africaines n'a pas été optimale, et c'est un euphémisme. Donc, monsieur, vous êtes le dernier panel. Alexis Marot-Desgrottes est avocat. Les restructurations, les fusions d'entreprises, avocat d'affaires, sont votre quotidien. Avec vous aussi, on peut revenir sur la responsabilité des entreprises, sur leur rôle. Voilà. Bon, je voudrais faire 2 remarques en introduction. La première, c'est que le titre emploie le mot « lutter » pour agir contre la concentration des richesses, et c'est pas neutre. Et dans ce cas, de ne pas entrer dans un débat idéologique, c'est quand même difficile. Deuxième remarque, c'est si on tente de cerner la richesse, on l'a bien compris, la richesse monétaire, et en écoutant Hindou, on a compris qu'il y avait des richesses naturelles, comme l'eau douce, le gaz, le pétrole, les terres cultivables. Et là, force est de constater qu'il y a une répartition totalement inégalitaire à l'état naturel de ces richesses entre les individus.
Alors, une fois que ces 2 points sont faits, je vais vous parler tout d'abord du constat, je vais revenir sur quelques chiffres, et ensuite je constaterai que la concentration des richesses, c'est finalement pas si mauvais. Ce qui est peut-être plus difficile, c'est l'extrême concentration des richesses. Et là, je verrai quelle solution le droit peut apporter pour une concentration plus juste des richesses. Donc tout d'abord, le constat. Le constat, il est fait par l'Oxfam, qui est une confédération internationale. Et à l'occasion de son rapport en 2015, qu'elle intitulait « Insatiable richesse, toujours plus pour ceux qui ont déjà tout », elle indiquait, elle parlait évidemment de ces 1%. Les 1% des plus riches détenaient en 2009 44% du patrimoine mondial. Ils détiennent en 2016 50% du patrimoine mondial, soit en 6 ans une croissance de 6 points. Et ces personnes avaient en moyenne 2,7 millions de dollars par adulte. À l'opposé, 80% de la population mondiale se partage 5,5% du patrimoine mondial et a en moyenne 3 851 dollars par adulte. Ce que l'ONG a fait, c'est qu'elle a poursuivi avec un rapport en 2016 qu'elle a intitulé de manière très explicite « Une économie au service des 1%, dans lequel elle a rappelé les chiffres qui étaient indiqués tout à l'heure. Le patrimoine de la moitié la plus pauvre s'est réduit depuis 2010 de 1000 milliards et les 60 premières fortunes mondiales ont augmenté dans le même temps de 500 milliards. Alors, pour calculer la concentration des richesses, il y a un coefficient qui est assez intéressant, c'est le coefficient de Gini. Quand il est proche de 0, cela signifie qu'il y a une égalité parfaite, et quand il est proche de 1, il y a une inégalité parfaite. Et ce coefficient, il est passé de 0,29 à 0,32 en 30 ans dans les pays de l'OCDE. Donc, il y a aussi un accroissement des inégalités dans les pays riches. Voilà, donc lorsque l'on parle de concentration de richesse, il y a indissociablement une connotation péjorative qui appelle 2 questions. Est-ce que l'accumulation de richesse a été faite légalement ? Si ce n'est pas le cas, il convient clairement de lutter contre l'accumulation illégale. Mais il y a aussi une deuxième question, c'est est-ce que la richesse a été accumulée justement ? Et là, ça a une connotation beaucoup plus morale, et ça pose la question, est-ce que la concentration des richesses, c'est un bien ou c'est un mal ? Alors, un certain niveau de concentration des richesses, c'est finalement pas si mauvais, c'est ce que nous dit le FMI en 2015 dans un de ses rapports, en nous disant bon, c'est un mal nécessaire, ça permet, comme le disait Didier tout à l'heure, d'exceller dans le domaine, de pousser à la compétition, d'économiser, d'investir et de faire grimper les gens dans l'échelle sociale. Et c'est dans la même logique qu'il y a un économiste qui s'appelle Robert Barro qui, lui, soutenait que les inégalités, elles pouvaient être déterminantes dans les régions émergentes parce que cela permettait à certains de réunir un minimum de capital pour créer des entreprises qui rejaillissaient sur l'économie locale. Bref, c'est ce dont a parlé Didier, c'est la théorie du ruissellement. Donc c'est clairement une théorie d'inspiration libérale où les revenus des plus riches sont réinjectés par la consommation ou par l'investissement, et directement et indirectement, finalement, ça bénéficie à l'emploi et à l'économie de manière générale. Donc on voit que ce n'est pas la concentration qui est réellement le problème, c'est l'utilisation qui est faite de cette concentration. À partir du moment où c'est une richesse qui sert au développement économique, à la prise de risque créatrice de richesse pour l'ensemble, quelque part, ce n'est pas négatif. Ce qui pose peut-être plus de difficultés, c'est la concentration extrême des richesses. Là, l'OCDE est assez clair, ça peut avoir une incidence négative sur la croissance économique, et puis ça peut surtout avoir des conséquences politiques assez graves, ça peut créer des tensions sociales. Quand il y a une trop grande disparité entre riches et pauvres, il y a clairement un sentiment d'injustice qui peut conduire à la remise en cause de certains systèmes démocratiques. Et ça, c'est le cas quand il y a une classe d'individus ultra riches qui ne jouent plus leur rôle d'investissement, de prise de risque, parce qu'ils sont déconnectés des réalités. Donc face à cela, est-ce qu'on peut fixer un niveau de plafond maximal de la richesse au-delà duquel la concentration serait inacceptable ? C'est assez difficile à dire, mais on voit bien que quand il y a une personne qui peut agir de manière individuelle contre les intérêts d'un État qui est en charge de l'intérêt général, ça peut poser des questions. Quand il y a un hedge fund qui spécule sur la monnaie d'un État, clairement, on voit qu'un individu peut agir contre l'intérêt général. Mais là encore, ce n'est pas un problème de concentration. On sent que c'est un problème d'utilisation de cette richesse. Alors, contrairement au plafond, est-ce qu'on peut fixer un plancher minimum de déconcentration auquel il faudra arriver ? Là, oui, on peut fixer ce niveau, il est très clair.
c'est un niveau qui permet à l'homme de vivre dignement dans l'endroit où il se trouve. Donc face à cela, pour retrouver une juste concentration des richesses, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, le droit peut aider. Alors évidemment, il y a l'utilisation bien connue qui est l'impôt, dont l'État évidemment use et abuse parfois. Néanmoins, c'est un moyen, un levier qui clairement a ses limites. Par exemple, le train de vie de l'État, c'est une dépense de 1200 milliards par an en France, c'est-à-dire 3,3 milliards par jour. Si on décide de spolier le plus riche de France, on n'arrive même pas à finir le mois. Donc il faut trouver d'autres moyens. Et c'est évidemment la régulation du marché par des règles de droit adaptées qui soient incitatrices dans certains domaines. Alors, incitatrices pourquoi? Clairement pour le commerce équitable, pour un rééquilibrage profond des rapports, en apportant, donc en plus du commerce évidemment, l'éducation, l'enseignement, la recherche pour les personnes qui en ont besoin. Et quand on va vers des pays plus développés, de quoi a-t-on besoin pour s'émanciper, pour avoir une ascension sociale? On a besoin clairement d'alternance dans les entreprises et de l'accès au numérique. Deuxième tendance et incitation vers laquelle la règle de droit doit aller, ce sont des règles de responsabilisation des personnes qui sont les plus riches. Clairement, il manque des réflexions philosophiques, économiques, juridiques sur la responsabilisation des personnes les plus riches dans leur utilisation de leur richesse. Et dernièrement, il peut y avoir évidemment une incitation aux règles de redistribution. En France, il y a eu la loi sur le mécénat qui a permis de créer des fondations d'entreprise, des fonds de dotation, qui a permis de développer des organismes d'intérêt général. Et là, c'est très développé aux États-Unis et ça devrait être poursuivi. Il y a eu la fondation Bill Gates qui est assez connue. Et c'est un système et un moyen de redistribution sur lequel il faudrait s'appuyer. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, je ne sais pas si vous voulez compléter sur ce que vous avez dit entre vous ou si la salle veut poser des questions. C'est à votre tour. Allez-y, là, au fond. On a un peu la lumière dans les yeux, là. Beaucoup. Bonjour à tous. Merci tout d'abord pour vos interventions. Moi, j'aurais une question pour Madame Hindou Oumarou Ibrahim. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour votre intervention que j'ai trouvée très inspirante et ancrée dans la réalité, une vraie prise dans le réel. Et ma question porte sur le fait que vous soyez membre et, si j'ai bien compris, fondatrice de l'association des femmes Peuls autochtones du Tchad. Donc, si je comprends bien, ce qui a pu motiver la fondation de cette association, ce sont des motifs culturels. Et si j'ai bien compris, donc, ces motivations ont évolué vers des considérations économiques, l'égalité homme-femme et le changement climatique, l'environnement, à une échelle mondiale. Et je voulais savoir le lien que vous faites toujours aujourd'hui certainement avec la culture, donc selon moi une des motivations qui a dû être première pour la fondation de cette association. Merci. Merci beaucoup. Oui, au fait, la motivation était aussi basée un peu sur l'inégalité. Moi, comme elle a dit, j'ai eu de la chance d'aller à l'école. Ce n'est pas le cas de beaucoup de gens dans ma communauté. Donc, on peut se compter vraiment au bout de doigts et peut-être pas. Donc, l'effet déjà d'aller à l'école et l'effet de se sentir déjà discriminé parce que les autres me prenaient comme je viens du village, je suis ondulée, je viens d'une communauté nomade et tout cela, ça a permis de m'éveiller, de dire mais moi j'ai eu de la chance. Et quel est l'essor de ces filles dans ma communauté et de ces garçons dans ma communauté qui ne sont pas allés à l'école, qui ne sont pas confrontés à cette réalité, mais qui sont discriminés tous les jours. Et c'est ça qui m'a motivée aussi de m'engager dans ce que je fais. Alors, culturellement, nous, on ne peut pas parler de protection de droits, parce que ça revient sur le droit d'assumer cette population, d'aller au-delà des discriminations et de montrer qu'on a beaucoup à apporter, donc on ne nous prenait pas, parce qu'on n'est pas allé à l'école, on n'est rien du tout. Mais on ne peut pas lutter contre les droits humains sans protéger l'environnement, parce qu'on dépend de cet environnement et c'est ce que cet environnement nous donne qui fait que ce que nous sommes et on lui doit aussi du respect. Et c'est ça, culturellement, naturellement, tout est lié pour nous.
Et on doit se protéger parce que c'est notre culture dans la connaissance traditionnelle de la protection de tout l'environnement, la faune, la flore, toutes nos richesses immatérielles qu'on a sur Terre. Nous, on a lié une connexion très naturelle. Et on l'a lié à travers la langue qu'on parle. Et culturellement, la langue, elle est très riche parce qu'elle permet à connaître les noms de tous cette richesse immatérielle, et elle permet aussi de protéger toute cette richesse immatérielle. Donc pour moi, le lien est naturel et normal. Donc on ne peut pas parler vraiment d'un sans l'autre. Et on ne peut pas parler genre de la richesse en termes de cash aussi, mais c'est très culturel. Et je finirai par, quand on parle des ODD, les objectifs du millénaire pour le développement, qui vont changer le monde, qui vont vraiment faire l'équité, les partages, le développement durable, au fait, tout ça, on a juste les piliers environnementaux, les piliers sociaux, les piliers économiques. Mais nous, on s'est bâtis en tant que peuples autochtones pour avoir les piliers culturels. Parce que les piliers culturels est très important pour protéger tous les développements durables et pour assurer même les développements durables. Et ces piliers culturels, ça consiste à avoir les langues, à avoir les pratiques. En fait, tout est au-delà de ce qu'on peut écrire et décrire parce qu'on est dans deux mondes différents. Mais bon, malheureusement, ce n'est pas accepté officiellement, mais on se battra toujours pour que ça soit un pilier efficace pour nous. Merci. Quelqu'un d'autre? Ben, allez-y, je vois une voix. Bonjour. Bonjour. Agnès Lou de Théâtre Antoine Vitesse. C'est un équipement professionnel au sein d'Aix-Marseille Université. Donc je pense que je dois être une des rares cultureuses publiques dans la salle. Et je vous remercie beaucoup pour la qualité de cette conférence et des débatteurs qui sont très ouverts. C'est ça qui m'a beaucoup intéressée. Donc j'interviens parce que je suis très intéressée par ce sujet. Parce qu'on observe actuellement aussi un phénomène de concentration dans le secteur culturel public qui nous pose également beaucoup de questions. Puisqu'on nous fait un peu sur le modèle en effet économique. Actuellement, il faut moins d'argent, plus de compétences et plus de compétitivité. Et surtout que le phénomène de concentration permettrait un meilleur service au public, en mettant un peu maintenant en opposition ou en rapprochement forcé le privé et le public. Donc, j'attire aussi votre attention donc, sur les autres secteurs, que les richesses en fait ne sont pas que financières, mais également culturelles ou symboliques, et que ce modèle est en train d'arriver un peu brutalement dans le secteur public, et que ça nous pose beaucoup de questions. Donc, j'aimerais bien qu'on par la suite on puisse continuer sur le débat. Et donc, je réagirai sur la dernière piste donnée là, sur les fondations privées, puisqu'également on nous envoie beaucoup sur le mécénat des fondations, dont la fondation Bill Gates, que je connais aussi un peu par ailleurs. Donc, je tiens quand même à communiquer que pour moi, les critères et surtout le mode de fonctionnement d'attribution n'est pas du tout le même. Quand on s'adresse aux politiques publiques, aux représentants de l'État, de la nation, à des élus locaux, même si ça peut être des fois un peu tendu, vous connaissez le secteur culturel, est assez frondeur en France en particulier, mais aussi pour des questions culturelles, comme le dit Madame, j'ai beaucoup apprécié l'intervention aussi de notre intervenante. Mais donc, pour revenir sur les fondations, c'est quand même donner la possibilité, je le dis tout le temps, parce que j'ai aussi des étudiants en fac, en secteur culturel, à un individu, on en revient un peu à la question du débat, qui a les moyens financiers de décider d'une politique publique. Puisque par le mécénat, je rappelle tout le temps que c'était un choix de détermination de l'usage de son impôt pour les entreprises, tandis que ce n'est pas le cas pour un citoyen comme moi. Et moi, je le fais avec grand plaisir de faire que l'Assemblée nationale vote le budget. Et après, il y a des choix politiques, je vote pas, voilà, qui s'appliquent. Donc les fondations, j'alerte un petit peu, certes, c'est de la redistribution, il y a des gens formidables dans toutes ces fondations, mais comme on a un intervenant américain, je me rappelle le directeur du Grand Orchestre de Bretagne, un administrateur américain qui m'a alerté sur l'arrivée des pratiques américaines au sein de la France, sur en effet nous dire c'est bien mieux que quand ça s'est géré par des fondations. Voilà, je suis peut-être un peu trop longue, mais je tenais un peu à alerter sur tout ça et à ouvrir le débat aussi. Merci. Juste parce que vous ouvrez le débat, mais il a déjà été largement ouvert, je pense, par certaines interventions, et notamment la vôtre, Madame. Oui, c'est vrai, on parle des richesses, et les richesses ne sont pas que matérielles, elles sont très largement aussi immatérielles. On parle des ressources naturelles,
les ressources naturelles, elles sont totalement inégalement réparties sur la vaste planète, mais c'est vrai qu'elles appartiennent un peu à tout le monde, à tous les habitants de cette planète, pour essayer d'en profiter de manière harmonieuse, sans créer des conflits et des inégalités supplémentaires. Vous parlez de la culture, c'est une richesse, c'est évident. Et à cette occasion, moi, ce que je suis tenté de dire, c'est de rappeler qu'on apprécie souvent la richesse en la chiffrant au travers des concepts bien répandus, bien admis aujourd'hui, la production intérieure brute ou le produit national brut. Et il y a des réflexions qui sont menées par les hommes et les femmes de l'art, les économistes, qui disent mais est-ce que c'est le seul critère ? Je crois me souvenir que c'était l'état du Bhoutan qui veut dire aussi le bonheur qui devrait être mis en évidence. En tout cas, sûrement, est-ce qu'on devrait inventer quelque chose d'autre ? Parce que la richesse, elle ne peut pas être uniquement perçue au travers de ce critère purement quantitatif sur le degré de richesse matérielle. D'ailleurs, on le voit en ce moment. On a une interrogation, me semble-t-il, sur le niveau de développement de nos économies. On dit, tiens, c'est curieux, il y a quelques années, on était à des taux de développement, des taux de croissance dans nos économies occidentales qui étaient 4-5%. Aujourd'hui, on est plutôt à inférieur à 2, 1,6, 1,7. On est très heureux, on dit c'est déjà bien d'y arriver. Et en fait, on a le sentiment qu'il y a tellement d'innovation, il y a tellement aujourd'hui de progrès technologiques. On se dit, il doit y avoir plus que ça, mais on n'arrive pas à l'appréhender. On n'a sans doute pas les bons outils. Donc la richesse, elle ne se réduit pas qu'à la richesse matérielle, c'est sûr. Elle va bien au-delà. Et on n'a sans doute pas aujourd'hui les bons outils pour la mesurer. D'où les réflexions que vous évoquez. Oui, pour tout ce qui intéresse la culture, il y a d'autres choses qui doivent aujourd'hui être mises en œuvre. Si je reviens à un sujet alors purement de terrain, sur la répartition des richesses. Je regarde par exemple dans notre pays aujourd'hui. On a vraiment un pays dans lequel, pour des raisons tradition, culturelles, historiques, les mots d'égalité, les mots de justice ont un sens très très fort chez nous. Et c'est la raison pour laquelle, sans doute, on a un taux de redistribution des richesses qui est considérablement plus élevé que la moyenne. Je crois que c'est Pascal Lamy, dans une déclaration récente, qui disait le niveau de dépenses publiques aux États-Unis, je crois que c'est 38%. La moyenne en Europe, c'est 48%. Chez nous, c'est 58%. Dans certains programmes, on imagine de réduire un peu, 1 point, 2 points, mais enfin, on se restera extraordinairement élevé. Est-ce que pour autant, on a le sentiment qu'avec ce niveau de redistribution, les Français soient plus heureux que la moyenne européenne ? Si j'en crois certains sondages, certaines interrogations, je n'ai pas le sentiment que ce soit le cas. Tiens, ça veut dire sans doute qu'on n'a pas réussi pour autant, avec ce très fort niveau de redistribution, à accéder à l'objectif qu'on s'était fixé, à la fois en termes de redistribution des richesses, et puis en termes tout simplement de bonheur, si on veut élargir le propos de ces richesses matérielles et immatérielles. Oui, très bien. Je pense qu'on peut encore prendre une question. Oui, Monsieur Moutot. Je voulais juste rajouter, je ne peux pas porter un jugement sur la politique culturelle, c'est pas du tout mon domaine et j'y connais pas grand-chose. Sur le débat entre fondations, par exemple, et entreprises, moi je fais partie d'un groupe familial, donc on pourrait dire qu'il est extrêmement riche, puisque c'est une des plus grosses fortunes des États-Unis, sur le papier. Dans les faits, dans leur mode de pensée, par exemple, ils prennent beaucoup moins de dividendes que tout ce qui est demandé par le marché. Et donc ils ont pris un point de vue, même si c'est une famille très fortunée, puisque c'est un des plus gros groupes alimentaires au monde, que l'entreprise elle-même devait pouvoir créer de la richesse. C'est-à-dire, c'est un peu la position presque opposée d'un Bill Gates et d'une Melinda Gates, qui dit j'ai fait fortune pendant des années en ayant une entreprise extrêmement efficace, maintenant j'ai accumulé de la richesse, je la redistribue de mon point de vue. La perspective qu'on prend, nous, c'est de dire que l'entreprise elle-même doit pouvoir redistribuer dans le cours de son existence et de travailler finalement à travers son activité, d'avoir un business model, enfin un modèle d'affaires qui permet une distribution et une action sur les différentes formes de capitaux. Je ne dis pas qu'on y arrive tout le temps, et surtout, je répète, nous sommes une entreprise, nous cherchons à être performants, voilà, ce n'est pas une ONG. Mais il y a aussi là des philosophies sur... on prend l'exemple des GAFA. Est-ce qu'on peut porter un jugement de valeur ou pas? Mais c'est vrai que moi j'ai un iPhone comme tout le monde, hein, il y a une innovation technologique énorme. Qu'est-ce que c'est qu'une innovation? C'est un monopole temporaire, donc ça permet d'accaparer énormément de richesses très très rapidement. Et il y a une vraie question sur qu'est-ce qu'on fait après.
Nous, notre point de vue, c'est que un capital utile, c'est un capital qui est réinvesti dans la formule, une formule qui permet de créer de la valeur, mais sociétale, pas uniquement financière et pas uniquement dans un retour sur capitaux. Donc là, sur ce débat entre les fondations et les entreprises, il y a vraiment quelque chose d'intéressant à creuser dans l'avenir, je pense, parce que la réponse n'est pas toute faite, en fait. L'idée de pouvoir juste accumuler pendant un temps et le redistribuer plus tard, il y a quelque chose à regarder là-dessus quand même. Si je peux, il y a juste un point, il y a une fondation qui est assez connue, qui détient une très grande entreprise française. Et donc la grande entreprise française verse des dividendes à cette fondation qui envoie des médicaments en Afrique et partout dans le monde. Donc parfois, on peut essayer, et ça c'est la possibilité qu'a donné le droit français, c'est le même type de modèle. De détenir, et ça donne des facilités. Et les deux sont clairement pas incompatibles. Ouais. I appreciate the questions, and there's two things that I think unite us that we haven't really talked about, and that's why we're here today and we're able to debate and we're able to talk about things, is because rather than just redistribution, I like to think of it as pre-distribution. The two most important things being human capital or education, so you can understand what's going on, and health, physical well-being, so that you can participate and continue. And I think those are two of the most important things to understand culture and choices and so forth. And I do applaud most nations that believe that these are important things that everyone should have. They should be universal goods. Even in my country, education's universal good. Of course, healthcare is not, and we have a big mess, but at least education is. And so I think those things are part of what allows us to compete, to do well, to think about what we're doing, to consider the environment and so forth. So those are perhaps the two most important. And I must say there in Africa, the Gates people are doing a good job. I mean, they've done a good job in health, at least. Not so much in women's education as they could have, but in terms of HIV and in terms of, yes, malaria and so forth, I think they've done well. And that's good. And I think that's important because the countries haven't done that. So I just wanted to add that. I think those two things aren't really redistribution, they're pre-distribution. They allow people to compete, understand, and as you know, with dignity, exercise their own preferences. That's all, folks. Okay, effectivement, that's all. Et peut-être qu'il est temps pour Hippolyte de conclure. Vous avez une question rapide alors? Après, allez-y. La dernière. Merci. Oui, une dernière question. D'abord, une question à Madame Ibrahim. J'aurais aimé savoir comment vous dites dans votre langage natal changement climatique. Une deuxième observation sur la culture, c'est évidemment fondamental. Je pensais que si dans les ODD, il n'y avait pas un objectif culturel, ou la culture, c'était parce qu'il y avait une institution des Nations Unies qui s'en occupait, qui était l'UNESCO. Mais peut-être que je me trompe. Et surtout, il y a un aspect qui me semble-t-il, n'a pas été abordé, c'est que cette concentration de richesse, je me demandais quelle était l'utilisation et les dangers de son utilisation. On connaît le Giving Pledge de Bill et Melinda Gates, qui a un succès formidable. On sait qu'aujourd'hui, ils ont une force de frappe qui augmente tous les jours, considérablement, qui est beaucoup plus importante que celle de l'ONU, que celle de n'importe quel État, voire même de groupes d'États, de l'Union européenne ou autres, et qui peuvent effectivement faire tout le bien du monde, mais qui sont absolument sans contrôle. Et j'aimerais savoir si, peut-être légalement ou autre, est-ce que ça n'est pas aussi un danger, l'utilisation que peuvent faire ceux qui sont détenteurs de tant de richesses. Alors, je peux vous les écrire aussi. Pour nous, les mots techniques qui sortent tout le temps, on s'en fout. Mais c'est l'essence intérieure qui compte. Nous, on dit Santiago Wakati. Donc, c'est le changement de temps des écosystèmes. En fait, on prend globalement tout. Et pour revenir sur l'aspect culturel dans les objectifs du millénaire pour le développement, il n'y a pas un objectif sur ça.
Mais on a l'UNESCO qui a déjà une convention sur les cultures, une convention culturelle immatérielle qui existe. Mais comme aussi là, on revient sur les inégalités entre institutions, en fait, les institutions des Nations Unies. Comme l'UNESCO est une institution qui est pauvre par rapport à d'autres institutions de l'ONU, comme le PNUD, je ne sais pas, le PNUE et les autres, alors on ne considère pas, on ne promouvoit pas cette convention qui est au sein, mais il y a plusieurs d'autres conventions sur les langues, sur autres choses qui sont plus importantes et qui devraient être vraiment mises en valeur. Mais cette concentration des richesses, ou bien c'est pas la non-distribution, ou bien la définition même de la richesse ne permet pas de promouvoir cette convention au sein de l'ONU. Mais pour finir, si je peux dire, c'est quoi une bonne distribution et comment on peut peut-être distribuer à travers de fondations, à travers des institutions, mais non, on ne peut pas juste identifier les besoins des gens quand on ne vit pas avec eux, quand on ne connaît pas les réalités. Genre, vous ne pouvez pas juste venir chez moi et dire, bon, en Afrique, on sait que les gens sont pauvres, ils n'ont pas, je ne sais pas, l'accès aux médicaments, ils n'ont pas, les simples exemples, on dit, ils n'ont pas l'accès à l'eau. Donc, je vais venir dans un village planter un point d'eau. Et puis, ils vont venir dire, bon, écoutez, le gars, j'ai une bonne nouvelle. Je vais partager avec vous, je vais vous faire un motopompe. Mais non, on n'a pas besoin de l'eau là. On n'a pas besoin de l'eau, ce n'est pas notre priorité. Notre priorité, peut-être, c'est l'éducation. Merci pour la charité, mais non. Donc, il faudrait changer cette tendance de dire on va partager en prenant les choses déjà, des idées cadrées et venir les distribuer. Mais il faudrait venir être proche de ces populations, d'écouter qu'est-ce qu'ils en ont besoin. Peut-être qu'ils en ont déjà des motopompes qui n'ont pas réhabilité, ou ça peut coûter moins cher, et c'est déjà accessible parce que tous les travaux sont déjà faits, et on peut réhabiliter ça à un très court échelle et moins cher, et ça peut les aider. Et peut-être qu'ils n'ont pas besoin de l'eau, ils ont besoin de l'éducation. Et peut-être là où vous voulez faire les points d'eau, c'est déjà un endroit qui est culturel pour ces populations, et ce qu'ils veulent, c'est de l'avoir au nord ou bien au sud. Alors, c'est ça la tendance qu'on devrait changer sur les richesses et sur l'importance de ces richesses en écoutant ces populations à la base, dont on appelle pauvres ou vulnérables, de dire qu'est-ce que vous voulez pour que votre dignité soit respectée. Est-ce que c'est de l'argent, du cash? Je crois que la réponse est non, mais c'est de reconstruire cette confiance, cette relation, cette solidarité entre humains. Et là, ça va changer beaucoup de tendances et on ne va même pas parler de l'autre est plus riche parce qu'il a, je ne sais pas, 45 milliards ou Bill Gates, il a 180 milliards de dollars. On s'en fout de ces chiffres parce que on ne connaît pas. Donc, ce qui nous importe, c'est cette relation humaine. Merci. Très bien, merci. Can I say thank you for not asking me that question because my country has defined away climate change. It just doesn't exist. My president said it doesn't exist. That's why you need education, so you can understand. Pour moi, j'ai la triste tâche de devoir mettre un terme au débat, qui sont vraiment très riches, vraiment magnifiques. Je retiens bien sûr que je pense qu'il y a des points de vue différents, mais il y a des consensus. Évidemment que l'extrême concentration des richesses, je pense que tout le monde est vraiment contre. On se focalise sur les richesses, c'est vrai, c'est souvent une question, je veux dire, une petite problématique que l'on a en économie. On se focalise sur ce que l'on mesure. Et comme vous l'avez relevé, madame, et comme plusieurs personnes du panel l'ont relevé, évidemment, il y a d'autres dimensions aux inégalités qui peuvent être aussi importantes. À partir du moment où finalement cette concentration de richesses ou l'augmentation de la concentration des richesses conduit à plus d'inégalités aussi sur ces autres dimensions, et comme vous l'avez soulevé typiquement sur des dégradations des ressources naturelles, sur peut-être une pauvreté culturelle, etc., dans ce cas, c'est pour ça que c'est un indicateur important. Il ne faut pas simplement se focaliser dessus. Alors si je retiens un petit peu des discussions, plusieurs éléments, évidemment je ne vais pas tout résumer. Tim Smithing nous dit par exemple que la concentration
concentration est moins mal vécue lorsqu'il y a de la forte croissance, hein, lorsqu'il y a de la mobilité. Ça, c'est quelque chose qui est important. Il faut que les personnes aient des possibilités d'avancer. Hein. Loïc Moutot, vous nous dites qu'il y a néanmoins une responsabilité du riche ou une responsabilité de l'entreprise, hein, notamment justement à bien investir finalement, à bien utiliser son capital et cette chance qu'il dispose. Hein. Alexis, vous nous avez dit que le droit peut aider aussi, hein, justement pour faire en sorte. Hein, et l'état de droit, c'est quelque chose qui est précieux chez nous parce que ça peut nous aider à obtenir quelque chose qui soit plus juste. Hein. King, hein, vous avez dit beaucoup de choses tous, donc je ne sais même pas comment tout résumer en si peu de temps. On me fait déjà des signes comme quoi je dépasse. Bon, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'important, c'est que les 1% ne sont pas tout. C'est vrai que c'est très médiatique, hein, ces chiffres sont très forts. Il y a 8 personnes qui ont autant que... Et les 1% ne sont pas tout. Il faut regarder le reste. Hein, et ce sur quoi vous nous alertez, hein, notamment Hindou, c'est avec de voir pas les 1%, mais justement les plus pauvres. Peut-être tourner ce regard vers là. Vous avez expliqué l'importance de la dignité, l'importance de l'éducation, etc. Ça a été répété plusieurs fois, je veux dire, en Afrique. Et moi, je voudrais juste conclure en disant qu'en France aussi, je veux dire, si on mesure une pauvreté qui ne serait pas une pauvreté relative, hein, comme on le fait trop souvent, mais une vraie pauvreté, c'est-à-dire ne pas avoir accès à des éléments essentiels, hein, qui permettent de s'insérer dans la société, qui permettent d'avoir accès à une vie meilleure, hein. Typiquement, des choses toutes simples qui sont combien de pourcents en France de personnes n'ont pas un repas complet un jour sur 2. Vous voyez, on est quand même sur des chiffres importants. Ou bien, quel est le pourcentage de gens qui ne partent pas une semaine en vacances loin de chez eux? On arrive à des chiffres importants. Et les personnes qui cumulent, vous voyez, différents avantages, hein, qui n'ont pas de télévision, qui n'ont pas de téléphone, etc. Vous voyez, ces personnes-là, c'est 4,5% de la population française. Hein. C'est encore beaucoup trop. Et au cours des 5 dernières années, ça n'a pas diminué. On reste à 4,5%. Si on regarde un petit peu plus nettement qui ils sont, parce que je suis d'accord avec vous, il faut aussi voir de qui on parle et pas seulement s'intéresser qu'aux plus riches. Qui sont? Ce sont souvent des femmes seules avec enfants. Et là, je rebondis un petit peu aussi sur le propos de Tim. Ce sont ces enfants, hein, qui ne vont pas être en capacité finalement de s'insérer dans la société. Je pense que c'est sur eux qu'il faut mettre l'accent, mettre l'essentiel finalement de notre responsabilité. Un très joli mot, hein, pour finir. Je ne le connaissais pas en français de Tim, donc je fais la traduction. Plutôt que parler de redistribution, parlons de prédistribution. Mettons ensemble, mettons en musique, si vous voulez, une possibilité pour tous d'avoir accès finalement à une vie meilleure, à une vie digne, comme vous le soulignez. Voilà, je pense que c'est vraiment peut-être le message essentiel, même si beaucoup d'autres choses ont été dites. Je sais qu'il y avait encore beaucoup de questions. Il y a une petite frustration à ne pas avoir pu tous poser vos questions, donc je voudrais aussi, après avoir remercié le panel, remercier aussi le public, hein, pour votre qualité d'écoute. N'hésitez pas à venir discuter avec nous, je veux dire, à l'issue de cette représentation. Merci à tous. Merci Sabine d'avoir modéré.